Allô tout le monde, on espère que vous allez bien. On est de retour dans notre chez nous à Québec. Ouais, on a fait la route de retour vers le Québec, puis ça a été quand même rough, la route. On dirait on est plus habitué de faire des longues Non. routes de même. En fait, c'est pas qu'on n'est plus vraiment habitué, c'est juste qu'on a fait un court séjour en Floride. Normalement, on prend plus de temps dans une destination, mais là, on dirait qu'on venait juste de faire de la route, on savait à quoi s'attendre, ça nous tentait pas, mais bref, on le fait, on est ici. Mais en même temps, contrairement à d'habitude, on revenait vers notre pied à terre, chose qu'on n'a jamais eue depuis les 7 dernières années qu'on a été sur la route. Puis aujourd'hui, le thème de la vidéo est un peu en lien avec ça. Puis en fait, c'est une tendance qu'on remarque beaucoup, autant sur les médias sociaux que dans la vraie vie avec les gens qu'on côtoie. Puis il y a beaucoup de full-timers, de van-lifers qui quittent le mode de vie cette année en 2023 et qui redeviennent sédentaires ou tout simplement qui changent de mode de vie. Puis nous, on fait partie de ces gens-là parce qu'on n'est plus des full-timers officiellement, même si on voyage quand même beaucoup, puis ça reste notre objectif de continuer à voyager beaucoup, mais on s'est pris un pied à terre pour vraiment prendre des pauses de temps en temps. Si ça vous intéresse de savoir les raisons exactement pourquoi nous, on a décidé de redevenir sédentaires, semi-sédentaires, on a déjà fait une vidéo là-dessus, je vais vous mettre le lien dans la description. Mais aujourd'hui, on parle en général des raisons pourquoi on pense que les gens quittent la van life ou la vie à temps plein en VR. On a ciblé 5 raisons principales de pourquoi les gens quittent la vie en van à temps plein. Et la première des raisons est tout simplement parce que les emplacements sont durs à trouver. Depuis la pandémie, principalement, ça s'est vraiment empiré comme problème parce que là, c'est joint plusieurs groupes d'âge qui pratiquent maintenant la vie en van sur la route. Donc avant, c'était principalement des retraités et des jeunes. Là, maintenant, il y a aussi les familles, il y a les nomades digitaux qui travaillent sur la route. Fait que tous ces gens-là qui se sont procurés des VR, les ventes de VR ont été en augmentation d'à peu près 30 % par année pendant toute la pandémie. Donc, ça fait beaucoup de monde qui se retrouve sur la route en peu de temps et pas beaucoup de nouvelles infrastructures de camping qu'on peut retrouver un peu partout. On voit que ça commence à s'améliorer aux États-Unis. Il y a beaucoup de nouveaux campings qui sont en construction, mais ça va prendre du temps avant qu'il y ait des nouveaux emplacements de camping. Et là, ça fait que les campings sont quasiment toujours pleins et réservés souvent jusqu'à 6 mois ou 1 an à l'avance. Donc, pour les gens qui sont nomades à temps plein, surtout nous, principalement, ça a toujours été un enjeu de savoir on va être à quel endroit dans les 6 prochains mois, puis on n'a jamais été capable vraiment de prédire exactement à quel endroit on va se trouver, puis de réserver toute notre vie à l'avance comme ça. Puis ça brise un peu aussi la liberté de pouvoir se déplacer au gré du vent, ce qui est un peu dans l'esprit de la van life, de se promener un peu selon nos envies, selon la météo, selon ce qu'on a le goût de faire. Et c'est pourquoi que normalement, on opterait pour le boondocking. Mais ça aussi, c'est un problème en soi. Il n'y a plus de liberté à ce niveau-là. C'est rendu vraiment plus très réglementé à certains endroits. Il faut dire aussi qu'il y a l'effet des réseaux sociaux où il y a plus de gens qui partagent, plus de gens qui posent des questions. C'est normal aussi qu'on ait envie de partager ces beaux emplacements-là gratuits. Donc, vient ensuite la popularité, vient ensuite certains manques de respect, de savoir-vivre. Et là, fait que les règlements s'appliquent et là, c'est rendu coûteux ou c'est rendu interdit. Puis même quand c'est pas interdit ou pas coûteux, ben des fois, c'est juste trop populaire. Puis des fois, les spots sont déjà pris quand tu arrives sur place. Tu penses à une belle place que tu voudrais aller te stationner sur le bord d'un lac, puis il y a de la place pour 2-3 véhicules. Puis là, ben, finalement, ils sont tous pris. Fait que ça devient plus difficile. Ça devient plus un travail de trouver à quel endroit qu'on va dormir. Ça demande plus de planification que c'était il y a quelques années, comme nous, dans les débuts. On parle de 2016. On pourrait dire, tu sais, même en 2018, on se promenait avec notre Airstream, puis on trouvait des emplacements n'importe où, que ce soit au Québec ou à travers les États-Unis, n'importe où. On arrivait avec notre Airstream de 27 pieds, puis on pouvait faire du boondocking partout sans trop se casser la tête parce qu'on était souvent les seuls à chaque emplacement qu'on trouvait. Là, aujourd'hui, si c'est un emplacement qui est répertorié dans une application comme iOverlander ou des trucs comme ça, les chances sont que si on est dans la haute saison de cet endroit-là, ça risque d'être déjà pris si c'est pas déjà interdit. Bref, c'est rendu plus difficile, puis il faut user d'un peu plus de recherche. Ça se fait encore, on n'est pas en train de dire que ça n'existe plus le boondocking puis que c'est la fin, mais mettons qu'il faut aller un petit peu plus loin que juste les répertoires d'emplacements comme iOverlander. Fait que ça, c'est clair. Puis ça l'a comme un peu brisé un peu la liberté la van life, c'est un peu
le rêve que tout le monde se fait de cette vie-là, c'est je me stationne n'importe où, puis je vis au gré du vent, un peu à la bohème. Bien, on a le meilleur exemple de dernièrement dans notre voyage en Floride avec Alex et MJ, que eux pensaient qu'on allait faire beaucoup de nuits sans payer. Oui, c'est arrivé, mais en descendant toutes les étapes pour se rendre en Floride. Mais une fois arrivé en Floride, là, c'est une autre histoire. On a quand même réussi à trouver des façons d'avoir des campings quand même abordables, mais c'est sûr que si on veut aller, exemple, sur le bord des plages ou quoi que ce soit, se stationner sur le bord de l'eau comme on rêve tous, il faut débourser. Il faut payer maintenant. C'est rare qu'on peut... Mais ça existe encore, des petites pépites, des petits endroits qui Floride, sont encore... là? C'est très rare. Okay. Parce que on n'a pas visité encore ailleurs. Au Mexique, c'est encore possible. Puis, mais tu sais, même au-delà de tout ça, c'est l'effet de liberté aussi, je trouve, qui est moins présente parce qu'il y a beaucoup de municipalités, surtout au Québec, entre autres, qui se sont adaptées puis qui ont créé des endroits pour encadrer la van life. Mais tu sais, c'est super le fun que les municipalités s'embarquent là-dedans, mais on dirait que ça enlève un peu le feeling de liberté qu'on avait avant de se stationner un peu n'importe où. Là, maintenant, c'est encadré, c'est dans un stationnement spécifique, c'est rarement dans des aussi beaux endroits que ce l'était avant. Tu sais, c'est plus nécessairement sur le bord d'un lac ou des fois, ça va être un stationnement au centre-ville, mais c'est quand même, au moins, il y a encore des options, mais disons qu'ils sont moins... On se sent moins en liberté comme on le sentait avant. Oui, mais au moins, justement, tu es à un endroit où c'est propre, il y a des poubelles, il peut y avoir un service d'eau. Tu sais, on a quand même, oui, on perd une liberté, on perd un peu de côté sauvage, mais fait que, vu qu'on est tellement beaucoup d'humains voyageurs, que c'est une bonne chose qu'on retrouve. Oui, c'est un mal nécessaire, on va dire. Des choses. Des infrastructures. Oui. Le deuxième point qu'on pense qui peut faire que les gens ont quitté la van life cette année en 2023, c'est le coût de la vie avec l'inflation qui est dans le piton présentement. Tout a vraiment augmenté, mais principalement les dépenses des gens qui sont nomades sont vraiment les plus impactées. On pense en premier au coût de l'essence qui a pratiquement doublé depuis les 7 dernières années. Quand on a débuté, on payait le litre d'essence environ 1 $. Là, on est rendu à plus 2 $. Ça dépend des périodes de l'année. Fait qu'assurément, l'essence qui a doublé, qui était notre plus grosse dépense. Le coût des campings qui a pratiquement doublé aussi. Je pense qu'en moyenne, on pouvait camper aux États-Unis, au Canada, pour à peu près 30 $ par nuit dans nos débuts. Là, on est rendu plus autour de 60. Fait que ça aussi, ça a doublé. Fait que bref, toutes les dépenses associées à la vie en van ont augmenté. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent en van qui n'ont peut-être pas nécessairement des revenus qui ont augmenté en conséquence. Si vous êtes retraité, bien, peut-être que votre revenu était un peu indexé, mais il n'a sûrement pas doublé. Même chose pour les nomades digitaux. C'est pas tout le monde qui ont le salaire qui peut suivre ces nouvelles dépenses-là. Fait que je pense que c'est assurément une des raisons qui a peut-être contribué au fait que les gens quittent ce mode de vie-là pour revenir vers un mode de vie un peu plus sobre. Malgré que la van life, c'est quand même un mode de vie qui est très modulable au niveau du budget. On peut assurément vivre pour moins cher en restant plus longtemps dans nos endroits, en bougeant un peu moins. En faisant notre propre épicerie aussi et en cuisinant. Ouais. Autre que d'aller au restaurant, il faut quand même que tu te déplaces, il y a un pourboire. Ça coûte cher. Ça vient que c'est ça, ça coûte cher. Faut économiser. Fait que bref, c'est peut-être pas la raison que 100% des van-lifers ont quitté la vie nomade, mais c'est sûr que ça peut avoir contribué un petit peu. Ben oui, un petit peu. Un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup, parce que c'est ça notre vie, manger... payer de l'essence, payer des campings, ben oui, c'est pas voyager, mal ça les dépenses. C'est ça, ça prend de l'essence. À moins qu'il y ait un parcours qui se fait à cheval, quelque part dans le monde. Des vannes tirées par des chevaux. Notre troisième point, c'est l'épuisement. Parce que oui, même en voyageant, on peut s'épuiser. Puis je pense que nous, on le sait, depuis notre premier voyage en 2016, notre première année qu'on a pris, notre année sabbatique, on s'est dit qu'on ne savait pas qu'on allait voyager tout le reste de notre vie après. Mais à partir de ce moment-là, dès la première année, on s'est épuisé. Et tu dis année sabbatique, mais c'était pas vraiment une année sabbatique, c'est qu'on n'aurait pas travaillé, mais là, c'est qu'on combine le travail à temps plein comme d'habitude, mais en plus, on ajoute à tout ça un paquet de tâches connexes qu'on n'a pas normalement quand on est sédentaire dans une maison où on a l'électricité à l'infini, l'eau, les égouts, l'Internet. On n'a pas besoin de courir après toutes ces choses-là, alors que quand on est nomade puis qu'on voyage à temps plein, bien, ça devient un enjeu de tous les jours
Puis on l'a déjà dit, je pense que ça représente l'équivalent d'une job à temps partiel, mettons un 10-15 heures semaine supplémentaire qu'on n'a pas normalement. Puis en plus, ben, quand on ajoute à ça le setup à faire, que ce soit une roulotte qu'on doit accrocher à notre camion, puis tout faire le setup pour quitter puis changer de destination, la route qui s'ajoute, les recherches de choses à faire, parce que veut pas, quand on est en voyage à temps plein, ben, on cherche des nouvelles choses à faire. On va juste à l'épicerie, ça prend plus de temps parce que il faut trouver dans l'épicerie où sont les produits qu'on recherche. Des fois, ils n'existent même pas, puis on cherche pour rien. Il y a les activités qu'on va faire dans la région qu'il faut trouver, puis on dirait que ça devient un épuisement constant, puis ça nous oblige à devoir prendre des pauses de temps en temps. Puis je pense qu'après quelques années, il y a beaucoup de gens qui vont quitter la vie nomade parce que justement, ça devient épuisant, puis ils sont à la recherche d'un peu de confort parce que c'est inconfortable à long terme. Oui, on peut voyager plus tranquillement. On l'a déjà fait lorsqu'on était propriétaire de la Airstream. On s'est dit, on va faire la Floride, mais on va passer 1 à 2 semaines à chaque place qu'on va visiter. Puis ça a fait un bien incroyable. Ça l'a aidé beaucoup. Mais bien que ça reprend, je veux dire, c'est juste pour des périodes. Après ça, on reprend la route, on dirait qu'on réembarque dans un enchaînement de visite après visite. Ça réduit un peu les manipulations à chaque jour, mais ça fait quand même un poids à long terme de toujours chercher où on s'en va. Puis aussi le questionnement à long terme aussi, de toujours savoir l'année prochaine, ça va être quoi le prochain voyage, ou dans 6 mois, on va être où. On dirait que l'incertitude est épuisante. Dans le sens que quand tu es sédentaire, puis que tu travailles à temps plein à l'extérieur dans un bureau, mais là, c'est le fun de préparer tes vacances. Mais là, quand tu es à temps plein dans ce mode de vie-là, bien, ça devient un travail en soi, ça devient lourd de devoir toujours planifier pour les prochaines fois. Donc, ce qui est une passion est devenu un travail finalement. Il faut garder un équilibre là-dedans pour ne pas se tanner. Ouais. Un autre élément qui ajoute à la fatigue, bien, c'est les réparations, parce qu'on le dit souvent, mais des VR, c'est toujours brisé. Des vannes, des roulottes, des motorisés, peu importe le type de véhicule que vous avez, il se fait brasser beaucoup sur la route. Encore plus si vous faites des routes moins traditionnelles, des routes de terre ou des routes de gravier. Ça fait tellement de vibrations que les vis se dévissent, les connexions se défont, puis il y a toujours quelque chose qui est brisé. Il faut apprendre à vivre avec toutes ces choses brisées-là dans notre véhicule, mais aussi trouver des garages sur la route pour le faire réparer. Là, pendant que le véhicule est au garage, il faut se reloger entre-temps. Fait que c'est toujours des complications qui s'ajoutent puis qui ajoutent de la fatigue supplémentaire, alors que dans une maison, oui, il y a toujours des petits travaux à faire de temps en temps, mais c'est moins fréquent parce que la maison n'est pas toujours brassée. C'est ça la différence. Exact. Puis dans une maison, bien, on a l'eau. On n'a pas à se soucier à trouver de l'eau. On n'a pas à se soucier de vider les eaux noires. Il y a aussi la météo qui joue beaucoup là-dedans, parce que quand on est dans une maison, on peut rester à l'intérieur puis être très confortable puis s'amuser à l'intérieur, mais quand il annonce une semaine de pluie, puis qu'on est enfermé dans notre VR, c'est moins agréable. T'sais, nous, on ne s'empêche pas de sortir puis de faire des activités, même s'il pleut. Ça dépend du type de VR que vous avez. Oui, c'est sûr que si vous avez un méga motorisé plus grand que notre condo, ben peut-être que là, c'est correct. Une semaine à l'intérieur, c'est très acceptable. Oui, mais là, on parle plus de vannes ou de gens qui se déplacent plus souvent, fait que ça va plus être des plus petits véhicules souvent que les gens vont avoir pour ce mode de vie-là. Puis, ben, quand il fait pas beau pendant une semaine, puis que tu es dans un mini-véhicule, c'est moins agréable. T'sais, on se force à sortir quand même, mais quand c'est une semaine, puis que tout est humide, puis on dirait que ça ajoute à la fatigue. Fait que je pense que l'épuisement, en général, les gens se tannent de ce mode de vie-là à cause de ça. Surtout, tu dis la météo, mais si, mettons, mon meilleur exemple, c'était en Alaska, là où la température n'est pas toujours ensoleillée. Quand il y a une semaine de pluie, je pense à notre micro-mini, qu'elle était pas très bien isolée, on s'entend, fait que l'humidité reste à l'intérieur, il y a beaucoup de condensation avec le chaud-froid de l'intérieur et le froid de l'extérieur. Donc, c'est tous des éléments que tu combats à tous les jours pour éliminer. Fait que on dirait que tu ne te concentres pas sur la vie normale, tu te concentres juste à régler ces petits problèmes-là que tu ne veux pas avoir dans ta roulotte. Oui, c'est tous des points négatifs, mettons, qui, combinés ensemble, contribuent à l'épuisement en général. Exact. La 4e raison qu'on a ciblée, c'est les limitations qu'apporte un véhicule comme une vanne ou un VR.
par rapport à la destination. Parce qu'on peut avoir l'impression, quand ça fait 4, 5, 6 ans qu'on voyage à temps plein sur la route, dans un territoire donné, qu'on a fait le tour de toutes ces destinations-là. On a eu un peu ce feeling-là après la pandémie parce qu'on étudiait les différentes options de voyage qui s'offraient à nous. Puis c'est une des raisons pourquoi on a commencé à explorer l'Europe. Puis ça fait quand même un petit bout qu'on avait ça en tête parce que, veux pas, le Canada, les États-Unis, une fois que tu as fait le tour, ben après ça, si tu veux aller ailleurs avec ton véhicule, ben ça commence à être des très grandes distances quand tu es en Amérique. Puis tu veux aller vers le Mexique, puis après ça, peut-être l'Amérique centrale et éventuellement l'Amérique du Sud, ça fait des expéditions assez complexes à planifier. Fait que si tu veux rester dans un mode de vie simple de van life, tu peux avoir vite l'impression d'avoir fait le tour de ton continent ou de ton pays. C'est sûr qu'il reste toujours quand même des petites choses qu'on n'a pas vues dans certaines régions, puis on ne peut pas jamais dire qu'on a passé la cassette complètement d'un pays parce que c'est tellement grand, surtout en Amérique, le Canada, les États-Unis, tu peux jamais dire que tu as tout vu. Il y a toujours quelque chose, mais une fois que tu as vu tous les différents types de climats, les différents types de paysages, la faune et la flore qu'il y a dans chaque région, bien, même si tu n'as pas fait toutes les activités qu'il y a à faire dans cette région-là, tu peux avoir vite l'impression d'avoir tout vu, puis de ne plus être autant impressionné, puis de ne plus avoir la même étincelle que la première fois que tu vois chaque chose. Mais tu vois, nous, ça va faire 7 ans, très bientôt, qu'on voyage. Puis, dans nos derniers voyages, qu'on revenait à la maison, nos voyages de route, on se disait, je pense qu'on a vraiment fait le tour. On est rendu à vivre d'autres choses. On est tanné de faire la route seulement pour quitter le Québec. On est loin de tout ce qui est intéressant vraiment à visiter. Ou ce qui nous reste à voir est loin de nous, c'est vrai, ça, tu as raison, parce que comme exemple, si on veut aller, ben, en fait, dans peu importe la direction qu'on prend, on a toujours quelques jours de route à faire avant d'arriver à quelque chose qu'on veut aller visiter. Fait que ça devient fatigant de faire des grandes distances comme ça. Puis ça peut, je pense, ben là, on parle de notre point de vue personnel, mais je pense que pour les gens en général, une fois que tu as fait la 401 10 fois, tu n'as pas nécessairement le goût de la refaire autant de fois. Ben, c'est ça le problème. Ce genre de route-là qui est un peu un mal obligatoire pour partir sur la route puis aller vivre d'autres aventures. Ça, c'est quand que tu as une date de retour puis un temps de voyage très court, tu sais. Mais on a comme tout un peu pas le choix, les Canadiens, entre autres, ou les Québécois, à cause de nos règles gouvernementales, soit au niveau des assurances qui, des fois, vont nous limiter à un temps de sortie du Québec, au niveau de l'assurance maladie du Québec qui nous limite à 6 mois par année. Fait que tous ces règlements-là font qu'on n'a pas le choix de faire des boucles et ça crée des obligations de se presser un peu dans le temps, puis ça devient également désagréable un peu à long terme de toujours devoir planifier en fonction de toutes ces règles-là. Mais il y a assurément pour ceux qui veulent vraiment s'affranchir et devenir des vrais van-lifers à temps plein pour le restant de leur vie, bien, on peut les éviter. On peut se prendre une assurance privée puis laisser tomber la RAMQ. On peut changer de province ou même changer de pays pour notre adresse de résidence pour essayer de ne plus avoir ces règlements-là si on veut vraiment vivre à temps plein tout le temps sur la route. Mais pour nous qui avons une compagnie puis un travail puis qu'on ne sait pas pour combien d'années qu'on veut vivre ça, peut-être qu'on va vouloir revenir, on ne voulait pas tout perdre ces privilèges-là. Donc, on a gardé notre adresse quand même au Québec. Mais ça fait justement qu'on a des limitations de voyage. Mais je pense qu'on a vu autour de nous certains van-lifers ou certains voyageurs qui ont converti leur mode de vie, pas pour arrêter de voyager puis devenir sédentaire, mais pour juste d'autres types de voyages, des voyages internationaux, puis ils voyagent maintenant en Airbnb, puis ils restent 1 mois ou 2 à chaque endroit, puis c'est juste une façon différente de voyager puis de vivre sa vie nomade. Le 5e point qu'on a ciblé, puis il est un peu en lien avec le 4e, ben en fait avec plusieurs points, autant avec l'épuisement que les limitations au niveau des règles gouvernementales, mais quand on est épuisé ou qu'on a épuisé notre nombre de jours à l'extérieur, ben veut pas, on doit revenir au Québec. Puis nous, ben, c'est un des enjeux, une des périodes que moi, personnellement, je déteste le plus, puis je suis pas mal certain que tous les autres van-lifers à temps plein vivent un peu la même chose aussi. Le moment qu'on doit passer notre 6 mois au Québec, que ce soit pour recharger nos batteries parce qu'on est brûlé puis qu'on est fatigué d'avoir voyagé pendant une longue période, ou que ce soit parce qu'on est obligé, mais on doit passer un certain moment de repos à quelque part. Et quand on choisit de vivre la vie nomade pour voyager puis pour vivre des nouvelles aventures, bien de revenir un peu sédentaire, mais en restant dans notre véhicule, c'est comme si on combine tous les désavantages de ce mode de vie-là en même temps. De un, on doit continuer à vivre dans notre petit espace, mais on n'a pas tous les bons côtés qui viennent avec.
On a tous les désavantages encore de trouver un emplacement où on va être. Nous, ça a souvent été d'aller se stationner chez la famille, de un, pour sauver sur les coûts de camping, de deux, pour être proche d'eux autres, mais on se retrouvait toujours à dépendre de tout le monde. On dépendait pour notre lavage, pour prendre notre douche, pour avoir de l'eau, de l'électricité. Puis ça devient désagréable. On veut, quand on revient de voyage, on aime ça avoir un endroit où on se sent chez nous, puis on ne se le sent jamais chez nous. Ben, en étant nomade comme ça, on est hyper indépendant. Et là, on revient et on est hyper dépendant. C'est ça. Puis on n'aime pas ça parce qu'on travaille pour être libre puis être indépendant. Puis là, on se retrouve à être l'inverse complètement. Puis on a essayé différentes façons de ne pas dépendre comme ça. On a été saisonniers dans des campings, comme exemple au Boisé de la Chaudière qu'on a fait pendant un certain temps. Mais honnêtement, ça répondait quand même pas à notre besoin parce qu'on se sentait pareil pas vraiment chez nous. On était quand même dans un camping, mais entouré d'étrangers autour de nous. On n'était pas dans notre chez nous quand même. On avait l'impression quand même de dépendre, ben pas de dépendre, mais on dépendait du camping dans ce cas-là, mais on n'était pas dans notre chez nous comme on l'est présentement. Mais c'était pas un secteur qu'on avait choisi non plus, dans le sens que ça, il n'y a pas de camping exactement. C'était lui qui était, à cette époque-là, qui était ouvert assez longtemps pour nous permettre de vivre jusqu'à cette période, avant l'hiver, à cet endroit-là. Fait que ça, c'était un autre enjeu, ça, l'hiver. Oui, l'hiver. Puis en plus, nous, ben, on aime l'hiver quand même, fait qu'on voulait pas tout le temps le manquer, puis on aime le temps des fêtes, puis on aime le passer en famille. Puis ça a toujours été un enjeu d'avoir... Il n'y a pas beaucoup de VR sur le marché. On a été quasiment obligé de l'inventer avec Lucky pour pouvoir le vivre. Mais il y a très peu de véhicules qui sont adaptés aux hivers rudes du Québec. Fait que ça fait qu'on est obligé d'aller dans des destinations chaudes, puis les destinations chaudes sont un peu limitées. Même la Californie, c'est pas super chaud en hiver. Fait qu'il reste la Floride ou le Mexique qui sont pas mal les deux autres destinations potentielles. Fait que c'est une fois que tu as fait la Floride et le Mexique, ben tu as fait le tour des destinations que tu peux aller en tant que snowbird. Puis si tu veux rester dans le nord, ben là, il faut vraiment que tu sois bien équipé. Un warrior. Un vrai warrior, parce que même bien équipé, ça reste que c'est quand même difficile. Bien, c'est beaucoup de gestion à tous les jours. C'est très demandant. C'est pas donné à tout le monde. Tu sais, oui, on vous dit tous les côtés plutôt négatifs de vivre à temps plein dans un véhicule récréatif, mais faut juste être préparé à tout ça, à cette réalité-là. C'est ça. Puis je pense pas que, tu sais, quand tu fais le choix de changer de mode de vie puis de t'en aller vers ce mode de vie-là, faut pas que tu aies des idées définitives. Faut y aller avec un esprit ouvert de peut-être que je vais aimer ça, peut-être que je vais aimer ça pendant 5 ans, pendant 10 ans, puis après ça, je vais revenir. Peut-être que je vais aimer ça pour le restant de la vie, mais il faut toujours se garder des portes de sortie pour avoir l'option de revenir un jour, puis de changer, puis d'évoluer à travers ça. Nous, ça a été d'évoluer vers un mode moitié-moitié, on va dire. C'est d'avoir... Nous, c'est ça qui nous a manqué pendant un certain temps, d'avoir un petit chez nous, un petit endroit où on se retrouve chez nous quand on revient pour briser ces périodes de pause-là qu'on trouvait tant désagréables. Puis ça nous a permis de maintenant d'être heureux. Puis je pense que pour la première fois, moi je parle de mon expérience personnelle, mais en revenant de la Floride, c'est une des rares fois où, sachant que je revenais pour une période justement de pause comme ça, ou de travail du moins, mais je n'étais pas malheureux de revenir au Québec parce que je savais que j'avais mon chez-moi qui m'attendait au retour, alors qu'avant, c'était comme un événement malheureux de revenir au Québec parce que ça ne me tentait pas de revenir me stationner dans la cour de la famille puis de dépendre de tout le monde. Puis là, maintenant, on dirait que ça complémente bien notre vie nomade d'avoir cette option-là. Bien, c'est qu'on a évolué, on s'est adapté. On évolue en changeant notre environnement. Je pense que c'est un peu ça que le voyage nous apporte, c'est la nouveauté. Et je crois que de passer d'une maison à un condo, c'est une évolution en soi dans notre histoire, dans notre vie à nous deux. L'année 1 de nos aventures, tu m'aurais dit veux-tu avoir un condo comme pied-à-terre? J'aurais dit non, jamais de la vie, ça m'aurait pas intéressé, mais avec l'évolution puis notre expérience qu'on a pris, ben, on a voulu avoir ça un jour. Mais je pense que notre vidéo n'est pas dans le but du tout de décourager quelqu'un qui veut commencer la van life parce que justement, vous allez peut-être vivre les mêmes étapes que nous, mais à un rythme différent. Peut-être que votre travail va modifier votre façon de vivre. Peut-être que les expériences que vous allez vivre vont vous amener à vouloir vous installer à quelque part d'autre. Moi, c'est ça que je pensais initialement dans ce projet-là. Je pensais qu'un jour, on allait trouver une destination qu'on aime tellement qu'on dit, bon, ben, on déménage là puis on reste là pour la vie. Ça, c'est toi. À chaque place qu'on a fait, tu étais à la recherche d'un endroit où un jour tu aimerais y habiter.
Mais moi, j'ai jamais été dans ce mode-là. Non, Mais c'est je vrai. trouvais ça drôle de faire l'exercice, mais je savais au fond de moi que ça allait comme juste jamais arriver parce que c'est... Ben, on a comme réalisé que Mais c'est parce que notre chez nous- l'endroit de rêve est comme inaccessible. Ben, c'est ça, parce qu'en fait, nous, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y a comme deux endroits de rêve. D'un, il y a l'endroit où on veut être et il y a l'endroit où notre famille et nos amis sont. Puis les deux endroits ne sont pas le même, malheureusement, et on ne peut pas les combiner. Ça serait comme impossible de transférer toute notre famille et nos amis à l'endroit où on voudrait être. Fait que ça fait qu'il y a comme deux endroits de rêve. Fait que là, ce qu'on a décidé de combiner avec l'achat du condo, justement, ben, de notre appartement, c'était d'avoir notre pied à terre où il y a notre famille et nos amis pour Mais là, pour tu le dis vivre. appartement pour Les nos Français. abonnés français. C'est parce que je C'est dis pas toujours- un appartement pour nos Je Québécois. dis toujours condo, mais un condo, dans le fond, c'est un appartement qu'on achète. On est au Québec. propriétaire. Fait que, donc, c'est ça. Donc, l'achat du condo était pour justement régler ça. C'est qu'on avait le choix entre avoir un pied à terre à l'endroit où on veut et être dans notre véhicule quand on revient au Québec, ou l'inverse, avoir notre pied à terre avec notre famille et nos amis et avoir notre véhicule pour vivre le reste. Nous, c'est ça le choix qu'on a fait. Peut-être que vous ferez des choix différents, peut-être que vous serez 100% nomade. Peu importe, l'important, c'est que vous soyez heureux là-dedans. Ben oui, Puis, ben c'est... Mais je pense qu'on vit... La vie de nomade est propre à chacun. On la vit tous pareillement, mais aussi différemment. Puis je pense que c'est ça qui est le fun, c'est qu'on a un malin plaisir à toujours s'adapter. Puis c'est ça qui est beau, tu sais, on peut, tu sais, prêt pour la route, là, notre projet, tu sais, on pensait pas que ça allait durer 7 ans, Pas du tout. et encore, on sait pas jusqu'à quand. Tu sais, ça aurait pu terminer après 2 ans parce que le voyage, ça nous brûle, c'est pas notre dada. Tu sais, tout est possible, mais il n'y a jamais rien de grave parce que l'humain s'adapte énormément bien à toute situation. Ça, tu pourrais pas mieux dire, Val. Fait que ça complète notre sujet du jour, donc les raisons pour lesquelles tous les van-lifers, ben pas tous, mais Non, une partie des van-lifers ont décidé d'arrêter la vie nomade cette année. Je suis curieux de savoir dans les commentaires, vous, est-ce que vous vivez la van life? Est-ce que vous êtes en processus de commencer ou est-ce que vous avez terminé la van life? Expliquez-nous vos raisons dans les commentaires. Ça peut être aussi la vie de famille aussi. C'est un sujet Ah oui, c'est vrai. On l'a pas effleuré. On l'a mais- pas effleuré parce qu'on n'a pas, on n'a pas d'enfants, on n'est pas des parents, mais on a beaucoup de gens autour de nous qui sont parents, puis je pense que c'est un des facteurs qui donne le goût d'avoir son petit pied à terre. Oui, c'est sûr. Quand les enfants vieillissent puis ils veulent s'établir, ben, c'est une des raisons. Mais bref, discutons-en dans les commentaires. Puis nous autres, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Bye!